Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier débriefing de rapport de bataille. Voilà, ce sera la petite vidéo complémentaire à chaque épisode. On tâchera de se retrouver avec Timmy pour aborder un petit peu tout ce qui ne rentre pas dans le format de rapport de bataille qu'on a conçu. Tout ce qui est la partie jeu, modélisme, même la technique, finalement vidéo pour le rapport de bataille. Voilà. Bon, ce setup est terrible quand même. Il ressemble vraiment à deux adolescentes qui écoutent leur musique ensemble dans le train. On aurait dû y penser en amont. On n'a pas songé au fait que si on avait les enceintes avec le son du rapport de bataille, Ça marche bon. ça fera un Larsen avec le micro. Résultat. Donc déjà pour les rapports de bataille, d'ici le prochain débriefing, acheter un double port pour mettre deux casques séparés si possible. Ça sera bien. Le setup La Belle et le Clochard là, c'est pas possible en fait. Enfin bref. Bon. Donc bienvenue pour ce débriefing. On songe encore à un titre qu'on n'a pas trouvé. On va peut-être l'appeler 7ème round, un peu dans un esprit 3ème mi-temps. On verra. Quoi qu'il en soit. 6ème round en V9, ça dépend. Du coup, c'est un peu ça qui. Bon, l'idée, c'est un peu de faire une vidéo bonus, quoi. Voilà. Pour les soutiens. C'est ça. Encore une fois, oui, réservé naturellement au soutien. Alors évidemment, ne regardez cette vidéo-là que à partir du moment où vous avez déjà vu le rapport de bataille correspondant. Complètement. Là, c'est l'épisode 1, faut voir l'épisode 1 d'abord, hein. Soyez pas mongol non plus, voilà. On vous mettra un lien dans la description au cas où, pour ceux qui tomberaient sur cette... On sait que ça arrivera. Il y en a qui vont tomber sur cette vidéo avant d'avoir vu le rapport de bataille, et ils vont tout faire à l'envers, ça va être un bordel, ils vont se gâcher complètement le plaisir. Et je trouve que le rapport est bien, mais c'est dommage que vous parliez dessus, on n'entend pas. Oui, voilà, mettre des commentaires débiles en dessous. Non. Vous avez le lien dans la description, peut-être même en premier commentaire en épinglé exprès pour vraiment que vous ne puissiez pas le louper. Vous allez voir le premier rapport de bataille d'abord, tranquillement, voilà, et puis ensuite, vous revenez ici éventuellement pour faire le débriefing. Mettez pause, ouvrir un nouvel onglet, voilà. Faites votre truc comme ça. On va tout simplement le regarder ensemble et le commenter au fur et à mesure. Alors, en un mot, Timmy, déjà franchement cette première bataille, juste le jeu, le modélisme, bien ou pas? C'était bien. Ouais, ok. C'était bien. Bon. Un mot. Non, c'était bien, c'était cool, parce que ça faisait longtemps qu'on en parlait, ça faisait longtemps qu'on vous vendait l'idée, ça faisait longtemps qu'on travaillait dessus, et ça a été une épreuve en fait. Ça a été une épreuve, la réalisation des figurines a pris du temps, le tournage, l'aspect technique a pris du temps, la partie en elle-même s'est passée extrêmement bien et extrêmement mieux que ce qu'on aurait pu penser. C'est un bonheur, la partie était dingue. Juste pour aller rapidement, pendant une semaine, on a fait de la peinture. On a bossé sur les figurines du lundi au vendredi soir. Et le vendredi soir, on a tourné. On a commencé à tourner. À partir de 18h à 22h, on a réglé des problèmes techniques. Et de 22h à 5h du matin, 6h du matin, on a tourné, on a joué. Et c'était plaisant de se rendre compte que vraiment la partie jeu était la partie la plus plaisante du rapport de bataille. C'est le seul truc qui est allé comme sur des roulettes. La partie était folle, équilibre total pour les deux camps, tension jusqu'au bout. Elle était surréaliste en fait cette partie, elle était parfaite. Alors que, on aura l'occasion d'y revenir un petit peu, c'est la partie la plus à la zob possible que j'ai jamais organisée. C'est-à-dire que on n'a pas du tout compté les points, mais zéro. Et pourtant, alors moi je suis tout à fait partisan du fait qu'on peut jouer d'excellentes parties sans compter les points d'armée du tout, ni même les points de puissance. C'est possible, la preuve. Ça n'empêche pas que la plupart du temps, on repose quand même sur les points d'armée pour se donner une idée, une notion d'équilibre, etc. Mais quand on a vraiment, une perception assez, je vais pas dire parfaite, mais quand même assez exacte de ce que ça va donner en jeu, on connaît bien les figurines, on connaît bien ses armées, etc. On peut se lancer complètement dans l'aventure comme ça, avec des notions d'équilibrage complètement mentales, enfin on reviendra un petit peu là-dessus, mais par exemple, je savais très bien qu'avec Timmy, moi je pense que les Lions de Santarcus ont sensiblement plus de points d'armée théoriquement que les Zélotes dans cet épisode-là, je pense, si on compte en points, mais par exemple, il y avait des notions qu'on ne peut anticiper d'équilibrer qu'avec une anticipation de ce que ça va donner. Les sentinelles, par exemple, de mon côté,
Je savais que ce serait des gros sacs à points de vie indestructibles quasiment pour son armée, voilà, mais qui seront notoirement inutiles d'un point de vue létal. Les sentinelles ont, voilà, je sais pas, sur 15-20 parties jouées avec mon armée, elles n'ont jamais rien fait d'aucune partie, quoi. Par Même contre, si les règles ont un peu changé avec la. oui, elles la sont mieux V9, qu'avant, quoi. elles sont mieux en V9, mais ça reste massivement inutile. Pourtant, elles sont quasiment indestructibles à chaque partie. C'est pas assez intéressant pour que les gens tirent dessus, parce que leur autocanon fait pas grand chose. Mais donc, avec cette notion-là, à base de. Voilà, le véhicule Samaritan est très résistant mais inoffensif. Le Sentinelle, c'est un peu du même ordre. Comment dirais-je, voilà, les armes côté zélote et tout. Je me suis dit, ça va être équilibré, en fait. Et on sera pas frustré question modélisme, parce que j'aurais pas mis que 2 sentinelles au lieu de 4 ou un truc comme ça. Ce qui serait moins esthétique, en fait, parce qu'il n'y aurait pas une sentinelle par escouade de Lion. Donc ça casserait un petit peu l'esthétique, tout ça, et le plaisir de jouer. Et si je les avais pas joués et que je comptais vraiment les points d'armée. Mais au feeling, ça va bien se passer. Parce que voilà, j'anticipe comment ça va se faire. Et du coup, bah on finit sur une... voilà, encore une fois, d'où l'intérêt de voir le rapport de bataille avant. On finit sur un résultat où on se table rase mutuellement quasiment tous les deux, quoi. Et où la victoire se passe à quelques. Enfin, ouais, à très très peu en fait, quoi. Enfin, Ouais, donc vraiment, c'est même pas un truc que je recommande vivement, en fait, de jouer sans points d'armée, mais c'est juste, c'est possible. Au nom de l'esthétique, la cohérence fluffique, le plaisir de jouer, etc., ou n'importe quel critère que vous pouvez avoir en tête au moment donné, bah c'est possible de faire un truc comme ça, et qui soit, bah, probablement, je sais pas, là en l'occurrence c'est la partie la plus équilibrée qui s'est jouée dans le monde depuis ces 2 dernières années. Complètement arbitraire en fait. Mais je le décrète. Au moins. Voilà, au moins, je le décrète. C'est la partie la plus équilibrée qui s'est jouée dans le monde depuis ces 2 dernières années, sans compter les points. Sachant Bon bref. que le gars traîne l'armée depuis 2 ans, hein, qu'il la connaît sur le bout de ses doigts. Moi, c'est la première fois que je joue avec. Donc c'est pour vous dire quand même le level tactique que j'ai. Hein. C'est quand même, je tiens. C'est un peu comme dans les Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. Vous voyez. C'est- J'ai toute une perception de la partie avant qu'elle ait lieu, quoi. J'ai la prémonition du truc, quoi. Et ça se passe. Enfin bref. J'ai pas prévu le facteur X quand même, le facteur Timmy. C'est-à-dire son cerveau ne fonctionne pas comme celui d'un être humain courant. Bon bref. La table, mec. La table. Faut qu'on en parle. Qu'on en parle. Ouais, vas-y si tu veux. Ouais. Bah, ça a été un travail long aussi, qu'on doit entièrement au 3e membre de notre groupe, ce membre mystère. Et, Voilà, le et membre juste, qui ne saurait être nommé. Juste on le remercie parce que franchement. Il veut pas qu'on le nomme, et c'est dommage. Il est trop humble Parce ce que- personnage. La tour là que vous voyez derrière, là, le fort Zélote, on s'en rend pas compte là, mais il est. On va parler aussi de notre Oui, ami. oui. Allez, stop. Et c'est On vrai fait que une pause. le petit fort Zélote là qu'on voit derrière, c'est un truc qui est modulable, où en fait la tour, vous pouvez retirer le dessus du mirador. Vous avez les murs aussi qui se retirent à l'intérieur, vous pouvez l'ouvrir légèrement. Enfin, c'est un truc qui est complètement incroyable, et ce qui va nous permettre en fait de le réutiliser dans d'autres rapports de bataille, sans que ce soit perçu comme étant vraiment ah bah oui mais ça c'est. Voilà, ouais. C'est la forteresse de la rédemption qu'on voit toujours, là elle est juste dans le coin et tout. Là en fait c'est vraiment, vous la retournez, vous changez 2-3 pièces, c'est un truc complètement différent quoi. Ouais. Et, Non, donc il a bien bossé, hein, celui dont on ne saurait prononcer le nom, il a bien bossé sur les décors, franchement il a fait un beau boulot, en concertation complète avec nous tout le long, enfin c'était vraiment un plaisir de bosser là-dessus ensemble. Après, si je sais, je le connais, et si on est honnête vis-à-vis de nous-mêmes aussi, on sait le degré d'exigence qu'on a vis-à-vis des décors, n'en faisons pas trop à base de « oh cette table était somptueuse » machin, parce que selon ses critères, celui qui a bossé principalement là-dessus, c'est de la merde, selon les nôtres, c'est bien, mais franchement, c'est une table assez ouverte, assez pauvre en décor, assez désertique en fait quand même quelque part. Donc voilà, on a des projets un peu fous pour la suite, nettement plus fournis on va dire en décor, etc. quoi. Bon bref. Le personnage qu'on voit là, Oui, alors. qui n'était pas dans la partie du coup, qui n'était pas dans la partie. Ça c'est tout un truc dont on va parler plus tard. Juste, parenthèse sur l'aspect technique, simplement du rapport de bataille. Je sais que tout le monde s'en fout de la technique, je parle de vidéo. Hein. Personne n'en a rien à foutre, sauf les quelques-uns parmi vous qui peut-être ont leur propre chaîne YouTube, une expérience de vidéaste ou que sais-je, d'une manière ou d'une autre, ou envisagent de le faire un jour, ou tout simplement s'intéressent un peu
à cet aspect-là. On va quand même en parler, même si ça n'intéresse pas la majorité des gens, mais du coup on fait très court. On est partiellement satisfait de la technique sur cette vidéo, puisque notre objectif premier, vraiment, c'était la stabilisation. C'est-à-dire qu'on voulait une stabilisation parfaite des plans caméra. Et de ce point de vue-là, on a réussi en fait. Donc on est parfaitement satisfait. Par contre, ça s'est fait à un prix. C'est-à-dire qu'on a opté pour un modèle de caméra, on a opté pour des conditions de luminosité, pour des choses comme ça, qui font que il y a des trucs qui sont hors champ au niveau du focus, parfois sur des plans vidéo, et c'est très frustrant, parce que c'est irrattrapable en plus ça en poste. Il y a des, comment dirais-je, les contrastes sont boostés, les couleurs sont un petit peu dénaturées. Ça c'est vraiment frustrant, honnêtement. Moi j'avais presque honte de sortir le premier rapport de bataille comme ça, puisque je me suis dit putain, merde, c'est pas représentatif vraiment ni tout à fait des vraies couleurs, ni de la peinture, etc. Et il y a des moments où il y a des images floues, c'est chiant quoi. Bon, stabilisation, c'est bon, check. C'était notre objectif principal, on l'a, et on a les outils pour le faire désormais, avec vraiment des plans de bras mécaniques qui viennent se glisser comme ça à travers le champ de bataille au niveau des figurines, ça c'est sympa. Par contre, il faut qu'on change clairement le dispositif de captation vidéo d'ici le deuxième épisode, c'est prévu. Et on a des pistes. Voilà, sans faire une digression infinie là-dessus, parce que sinon on est parti pour des heures, mais il se trouve que pas plus tard que... Bon là on enregistre cette vidéo le 24 juillet, Heavy, il y a 2 jours. 2 jours plus tôt, ouais, on est passé chez Heavy de Framesorium Studio, on est passé au studio, il vous a gracieusement invité, justement pour tester différents trucs matos vidéo, voir ce qui nous correspondait le plus. Enfin, vous imaginez, c'est royal quand même. Et surtout, du coup, il nous a prodigué quelques conseils sur le matériel qu'il a. Ouais. Et il a la gentillesse de nous prêter, de nous avoir proposé de nous prêter un peu de matériel pour tester pour le prochain rapport, ou sur lequel, du coup, l'épisode 2, où on va à la fois tenter de régler ces problèmes-là avec ce nouveau matériel et... Donc c'est une parenthèse sur un truc complètement off. Mais quand même, à tout seigneur, tout honneur, faut quand même le dire, il n'est pas à comment dirais-je, garder son précaré en fait en nous considérant comme nécessairement des concurrents ou des choses comme ça. Ah non, mais au contraire, c'est venez à la maison, et donc on a bu un verre ensemble, on a discuté tout ça longuement, c'était très très sympa. Voilà pour la partie juste technique, caméra, etc. Là, on commence à rentrer dans un segment vraiment intéressant. Je vous le balance direct, Planet Wargame lance sa propre gamme de figurines. Ouais, les figurines PW, voilà, bon ça va. Comment ça va se passer? Alors très simple. On repose sur les talents pour ça d'un artisan modélisateur 3D avec qui, voilà, le contact a été établi directement d'une manière tellement parfaite que ça ne peut être que lui, quoi. Monsieur Blackmo. Ce nom-là vous dit rien à l'heure actuelle. C'est un cousin de Popeye. C'est normal. Mais vous en entendrez, à mon avis, beaucoup plus parler à l'avenir sur la chaîne. C'est inévitable. Pour la raison suivante. C'est lui qui a fait certaines des figurines que vous voyez déjà en fait à l'écran sur ce premier rapport de bataille-là. C'est pas ça. Oui, non, c'est pas ça. C'est pas ce que je cherche. C'est Chrome. Merci Timmy. Putain, c'est terrible. Pour passer de l'un à l'autre. Bref. Et là, le cardinal Clavio Drusilius, je crois que je l'appelais Clavio Drusilius, qui ne figure pas dans le rapport de bataille, mais qui est, pour l'instant, on va dire, l'ancien ecclésiastique autour duquel s'agglutine la masse des zélotes comme ça sur Santarcus. Voilà, c'est lui l'homme derrière tout ça. Cette figurine-là, c'est de la modélisation 3D complète de la part de Monsieur Blackmo, d'accord. Et le concept est le suivant. À partir de maintenant, dès que vous verrez un truc qui vous plaît dans nos rapports de bataille en termes de figurines et qui n'est pas directement une figurine Games ou Forge World, c'est que ce sera du Monsieur Blackmo, quoi. Oui. Par exemple, un petit test embryon, concept, de ce que pourrait possiblement être une force d'élite de Lion de Santarcus, des vétérans de la première guerre vénétienne, vraiment stuffés à mort par le Munitorum, un ADN un petit peu quelque part de Tempestus Sion, mais locaux du secteur vénétien, avec le style un petit peu mi-renaissance, mi-antiquité romaine,
voilà, entre les deux, qui est raccord avec le thème des régiments des lions de Santarcus. Regardez ça, quoi. Des petits nœuds sur les godasses, bordel. Glorieux. Chaussures de mousquetaire. Voilà. À quel moment est-ce que vous n'avez pas envie d'avoir des figurines avec des petits nœuds sur les godasses? Les pompes à soufflet, là, en velours côtelé. J'adore ce truc. Putain, c'est génial, quoi. Cette coque, putain, il faut absolument que je retrouve le nom renaissancien de ce truc. C'est le moment où voilà, enfin bref. Ça va être un défilé de mode où vous allez avoir des zélotes au pied beau et des mecs avec des talons. Voilà, enfin c'est ça. Parce que là on est juste devant, mais le gars a des bottines, quoi. Le gars a des bottines. Vous voyez, donc ça c'est des modélisations 3D réalisées par Monsieur Blackmo, qui sont destinées du coup à être commercialisées sous forme de STL, qui seront bien sûr plus avantageux et moins chers. C'est le fichier 3D que vous pouvez imprimer, d'accord, si vous avez une imprimante 3D ou un pote qui en fait. Mais il vendra aussi les versions physiques. Voilà, sur Etsy, il va vendre les figurines imprimées en résine par ses soins. Là, par exemple, vous pouvez voir un équipage d'armes lourdes Zélotes. Celui-là est dans la vidéo. D'ailleurs. Tiens, voilà, on va différer un petit peu timide. Hop là. Celui de droite est dans la vidéo. Celui de droite, on l'a déjà utilisé dans la vidéo pour l'artilleur du mortier lourd. Voilà. On l'a déjà utilisé. Mais il a 6 figurines actuellement déjà bien modélisées, bien prêtes à l'emploi. Et l'autre, des types d'armes lourdes. Et l'autre, on a le kit. Qui n'est pas encore monté, parce que là du coup on s'en est pas servi dans celui-là, mais on a le kit et vous pouvez choisir l'arme qui va dessus. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types, et c'est pas forcément avec un canon. Enfin, et vous pouvez choisir ce que vous mettez dessus. L'idée du deal, c'est 50% de réduction pour les membres du chapitre Planet Wargame sur les STL de Monsieur Blackmo. D'accord ? Donc là, une fois qu'il aura sorti une dizaine de modèles différents et des personnages, etc., pour cette gamme de Kuntaz Sion de Santarcus, une espèce de force d'élite, pas vraiment indépendante Sion, mais juste le meilleur du meilleur que peut offrir la richesse d'un monde cardinal pour son régiment de garde impériale, qui compteront comme des Sions sur le champ de bataille. Ces espèces d'équivalents de Sion tarcusiens, vous aurez 50% de réduction sur tous les STL les concernant. La réduction sur les figurines pré-imprimées par Monsieur Blackmo, ça reste encore à débattre. Évidemment, ça pourra pas être 50% pareil, parce que c'est beaucoup plus coûteux. C'est pas le même coût. Mais ouais. Les zélotes aussi, du coup. Vous aurez soit les zélotes. Soit ceux-là, soit vous aurez les clodos la gamme de zélotes qu'il a déjà partiellement développée pour, comment dirais-je, destiné comme ça à des fichiers STL imprimables de zélotes prêts à l'emploi. Donc en pagaille, il y a des kits de tête de zélotes, des kits d'armes. Il y a l'équipe d'armes lourdes là, avec 6 membres, tous plus facétieux que les uns que les autres. C'est n'importe quoi. Hein. Il y a un crew, c'est un mec qui pousse une brouette avec un espèce de truc, un semi-gamin, semi-enfant mal formé, je sais pas quoi, qui est sur la brouette, en train d'activer l'arme au choix d'ailleurs, modulable, canon laser, lance-flamme lourd, autocanon, bref, que vous... sur la brouette quoi, sur la brouette. C'est génial. Enfin bref. Des nuées de rats, également un petit joueur de flûteau pour aller avec ces rats dressés par les zélotes, enfin tout ça. C'est à l'horizon, c'est déjà partiellement modélisé. Voilà, vous avez compris, donc dès que vous verrez un truc qui vous plaît en figurine custom réalisée en 3D, ce sera trouvable chez Monsieur Blackmo avec 50% de réduction sur les STL. Donc pour une armée entière, par exemple, type les Sions de Santarcus, là, ça va être quand même assez glorieux de taper du 50% de réduction sur les STL et du coup de faire une armée, je sais pas, une armée de 2000 points pour 150 € en budget d'impression 3D, quoi. Enfin, celle-là, pour le coup, voilà. Pas grand monde d'autres, Laurent. Et tous les développements de gamme de figurines comme ça avec Monsieur Blackmo se font en concertation vraiment les uns avec les autres. Voilà. Entre son élan créatif, son talent, et nos propres directives sur ce qu'on veut ou pas dans nos armées, c'est la gamme de figurines Planet Wargame, quoi. Franchement... Et c'est pour très bientôt. Là, au moment où on enregistre cette vidéo, il crée sa boutique en ligne puisque ça y est, il a sa forme URSAF finale, sa forme administrative complète enfin pour son entreprise. Il est prêt à se lancer. Donc très bientôt vous pourrez acheter vos zélotes et compagnie, quoi. Bon, voilà. On a parlé de la technique qui n'intéresse personne à part nous. On a parlé de la modélisation 3D. Pause. Il y a un truc à dire important.
qui est un volet énorme. Enfin, pour l'avenir de Planet Wargame, vous voyez un petit peu ce que ça représente, quoi. Bon, c'est gigantesque. Là, petit point, maintenant on va parler uniquement du jeu, et un petit point peut-être peinture ou conversion pour du truc. Le petit crew médical, là, qui est au centre, finalement, de ce scénario, ça vient de Forge World, hein, tout simplement. Au milieu, c'est le personnage pour Necromunda. C'est le personnage pour Necromunda, un médecin pour Necromunda, je sais plus comment il s'appelle. Et autour, ce sont les médecins du Solar Auxilia, qui... voilà, c'est les médecins du Solar Auxilia Forge World, pareil. Tout est Forge World, en fait, là. Et juste celui-ci, bah oui, avec la souris, c'est beaucoup mieux. Juste celui-ci, il est à part, il vient pas des Solar Auxilia, je crois que c'est un mec qui accompagne l'inquisiteur Hector Rex, il me semble, de l'Inquisition, qui est juste un tout petit peu converti, enlever les symboles inquisitoriaux, pour en faire un auxiliaire médicae de plus, quoi. Mais on va en profiter du coup pour parler de l'idée de base de ce scénario. C'est hyper simple. On voulait commencer par un truc, une toute petite bataille. D'abord parce que niveau modélisme, côté zélote, on n'avait pas beaucoup plus. On n'avait pas beaucoup plus à montrer. Donc il fallait peindre une armée zélote minimale. Donc on voulait commencer petit. Puis c'est sympa dans une campagne d'avoir un début limite escarmouche, avec une escalade au fur et à mesure, jusqu'à d'énormes batailles à la fin, quoi. C'est ça l'idée, quoi. Et bah, pour le scénario, c'est simple, hein, je me suis tout simplement mis dans la peau un peu des autorités tarkusiennes. Bon, et là, t'as des espèces de Space Clodo qui organisent leur espèce de ZAD à tendance à dérive religieuse dans les champs de bataille abandonnés en périphérie, en dehors des murs d'enceinte des cités tarkusiennes bien préservées. Une espèce de contre-société qui s'organise là-dedans. C'est pas bon, mais t'as une expérience passée, t'as du flair, tu vois un petit peu sur quel ressort ça joue. Il y a moyen que ce soit une corruption chaotique ou nature un peu xénose, douteuse, un truc. Voilà. Notamment, on pense à une corruption de Gene Stealer ou un truc comme ça, là. Le baiser de la mort du patriarche Gene Stealer dans les égouts, à quelques clodos qui traînent par là, avec derrière la corruption de la lignée génétique. Donc, première bataille, t'as envie un petit peu de connaître ton ennemi. C'est le centre du truc. On va commencer par quelques prélèvements, hein, un petit peu raccord avec l'air du temps. On va commencer par quelques prélèvements sur... faire du test PCR. Voilà, quelques-uns de ces clodos choisis. On va faire du séquençage, déjà. On va faire un petit séquençage génétique, histoire de voir un peu la nature de la bête, quoi. Est-ce qu'on est sur des rebelles avec une hérésie purement d'ordre spirituel, auquel cas, ça se combat avec les armes de la foi, ou est-ce que c'est une lignée corrompue, type Gene Stealer, corruption chaotique, que sais-je, ou même, tu sais, il y a un truc dans l'eau, dans le coin, ça va pas, tu vois, il y a un machin, des chemtrails au-dessus qu'on dégénéré, il y a un truc qui fait que, non, ces clodos-là, ça va pas, ils sont trop anormaux. Oui, voilà. Bon, donc, c'est important. Moyen de voir si, avec une petite séquence, comment dirais-je, un petit séquençage génétique, il y a moyen de concevoir, il y a moyen de les exterminer de manière propre, tu vois, avec un petit truc bactériologique, ou au moins de savoir à qui on a affaire. Est-ce que ça veut dire que dans 3 mois, là, il va pleuvoir des tyrannies sur la planète, si c'est du culte de Gene Stealer? C'est intéressant de le savoir. Du coup, équipe médicale, que vous avez vu à l'écran précédemment, embarquée dans un Samaritan. Petite note, d'ailleurs, au passage, le Samaritan, c'est pas un châssis que j'ai inventé, hein. Il existe officiellement dans le fluff Games Workshop. C'est évoqué uniquement dans le bouquin de Forge World, la campagne de Taros, je crois. C'est la campagne de Taros. On évoque à un moment donné le Samaritan, qui est un châssis de chimère qui n'a aucune arme, même pas une mitrailleuse sur pivot, pour se protéger, que dalle, et c'est totalement une ambulance de l'Astra Militarum en fait. Il n'y a pas de visuel dans le bouquin Taros pour s'en inspirer. Du coup, l'interprétation que j'ai faite au niveau de la conversion, elle est assez libre, hein. Je vous cache pas que je pense que de base, le Samaritan dans le bouquin Forge World, c'est conçu pour être vraiment une chimère plate, vert camo, vert kaki, avec une petite croix blanche dessus pour dire que c'est l'ambulance et basta, quoi. Bon, je me suis permis un petit peu de prendre des libertés, on va dire, artistiques avec à la fois les pièces dont je disposais et le style que je voulais un peu plus résolument sans tarkusien dans l'essence, quoi.
Donc, comme Timmy a fait une belle conversion de véhicule par ailleurs pour des enforceurs, où il a utilisé une moitié de chimère, il disposait d'une chimère dont il n'avait pas le toit et l'arrière, il n'avait pas le cul. Moi, j'avais un vieux Immolator, ouais. sœur de bataille, ancienne édition, que je compte pas utiliser puisque il y a un nouvel Immolator qui est sorti, il est glorieux, donc voilà. Du coup, voilà, l'idée de base quoi. Assembler les deux, sachant que il y a un côté dans les ornements de l'Immolator, avec le côté sœur de bataille, il y a un côté qu'on peut rapprocher du côté médical quand même, entre la coupole, le petit angelot, il y a un côté, c'est le véhicule qui te sauve un peu, ça, c'est le véhicule qui évacue les officiers blessés de la ligne de front, et entre son nom, son machin, l'apparence, tout concorde un petit peu, quoi, le Samaritan. Sachant que, voilà, dans le fluff, il est précisé côté Forge World que le Samaritan, il va évacuer les officiers blessés jusqu'à un hôpital de campement de l'Astra Militarum qui est en général administré par des sœurs hospitalières. Les infirmières, en fait, basiquement du 41e millénaire, quoi. Mais qui sont des sœurs de bataille, non militantes, non combattantes. Voilà, du coup, Samaritan, quoi. J'ai hésité entre le peindre en rouge ou en blanc. Et je me suis dit, pour vraiment... Ça marche bien en blanc. Ouais, vraiment marquer sa fonction et le différencier du reste de l'armée, blanc. Ambulance, quoi. Ambulance. Bon, au niveau des zélotes, la base, c'est vraiment 90% des Codor. Et les 10% restants, c'est soit des têtes et des armes Forge World, pour les Codor, soit modélisés par Monsieur Blackmo, avec des têtes spéciales qu'il a faites pour nos zélotes, et des armes également spéciales pour nos zélotes. C'est pour ça qu'on a certains qui ont des clés à molette ou des trucs comme ça. Des faucilles, des marteaux notamment. Oui, Julie, enfin, Monsieur Blackmo a fait le lien avec il s'est dit... Évidemment. Je suis pas con. La foule en colère. Ouais. Donc voilà, encore une fois, bon, stabilisation caméra, bah nickel, on va garder la même formule avec la même stabilisation mécanique de la caméra, mais changer la caméra pour avoir un autofocus plus réactif qui évite ces flous des fois qu'on a et qui sont catastrophiques. Là, on attaque le round 1, n'empêche. Ouais. On va passer à la partie jeu un petit peu sérieusement. Exactement. Parce que depuis tout à l'heure, je déblatère, mais il va falloir y aller. C'est toi qui as commencé. Débriefing du jeu, j'ai le premier tour. Timmy a fait un déploiement qui m'a surpris. Parce que il a quand même... On le voit bien là sur cette photo. Il a un petit peu l'avantage du terrain. Il me semble. Hein. Il me semble que je suis un petit peu dans la pampa au milieu de rien. Et que lui, il a des putains de fortifications à disposition. On a convenu plus ou moins ensemble que ce serait vraiment une bonne idée de planquer l'espèce de prêtre renégat et ses arcoflagellants à l'intérieur de la tour de guet. Ouais. Je dis, c'est beaucoup trop bien. Parce qu'en plus, ouvrir les portes. T'as les portes. Déverse. Voilà. Évidemment. T'as un mec qui arrive, qui balance un mot en semi-latin bâtard, d'un espèce de vieux fou qui balance son mot de stupido dans le nom de la rose. Ouverture des portes et les arcoflagellants qui partent en courant. C'est génial, c'est génial. Mais je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Je pensais que, comme moi, le but du scénario, c'est tout simplement d'amener l'équipe médicale au corps à corps pour qu'elle puisse prendre les prélèvements qui l'intéressent sur les zélotes. Puis en anesthésier 2-3 aussi pour en avoir des tout frais, des tout nouveaux. Capturer de beaux sujets d'études comme ça, bah, c'est moi qui allais devoir être forcé d'aller au contact un petit peu, hein, d'aller au corps à corps, d'essayer d'escorter les véhicules de sorte que voilà, il n'y ait pas de... Enfin, que je puisse accomplir la mission tout simplement. Conditions de victoire du scénario, je vous l'ai dit, elles sont très simples, mais ça a marché à merveille. Il faut que l'équipe médicale tue 3 zélotes au corps à corps. Et on considère que ça revient au fait qu'ils aient prélevé des échantillons ou anesthésié le nombre de zélotes nécessaires. Dans l'équipe médicale, il y en a un qui a un pistolet à aiguille, anesthésiant, il y en a un autre qui a une grosse tronçonneuse en fait avec un support d'épaule. Ce qui doit vraiment être dangereux. En termes de règles, c'est basique. Hein. Meilleur moyen de se couper son propre bras. Oui, en termes de règles, on les a vraiment comptés comme WYSIWYG, entre guillemets. C'est-à-dire celui qui a un pistolet à aiguille, on le compte comme un pistolet à aiguille, qui est dans la liste Inquisition, il me semble. C'est un pistolet qui blesse sur 2+, mais qui n'a pas de PA, quoi.
celui qui a l'énorme tronçonneuse, on le compte comme un Eviscerator. Tout simplement, quoi. Donc le but, c'est juste de buter 3 zélotes au corps à corps avec l'équipe médicale. Et de partir. En considérant que les attaques, les non-sauvegardes, etc., ça revient non pas à des morts, mais à des... Tu vois, anesthésiés, hop, on le rabat dans la Samaritaine. Ça revient à des... Bon, tu vois, il nous faudrait une tête pour voir un petit peu si dans la glotte, là, ils ont pas un petit truc de Gene Stealer qui traîne, là, un petit ovopositeur ou un truc comme ça. Enfin, voilà, quoi. Donc je pensais devoir aller au contact, et que Timmy serait bien retranché solidement derrière son fort Alamo zélote, là, et qui pourrait m'avoiner de loin. Première surprise, il se déploie complètement au pied du truc. Il y avait 0 sauvegarde de couvert. Ça ne laisse pas présager du tout de son intelligence. Parce qu'il faut replacer le truc aussi, c'est... j'ai une armée avec 50% de figurines, c'est des unités de CAC. Ouais. Le fort est trop petit pour mettre toutes mes figurines dedans. Et l'unité de tir, elle est mauvaise au tir. Donc juste... Enfin, c'est... Au bout d'un moment, quand on a une armée de CAC, et en fait, faut aller au CAC. Enfin, faut pas... Enfin, c'est vraiment ça. Hein. J'entends les arguments, mais juste, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas possible de le jouer autrement. Parce qu'en fait, vraiment, hein, le côté mettre 60 figurines dans le fort, c'est pas possible. Donc, en fait, ça peut pas, ils tiennent pas, en fait. Tu pouvais en taper 30 facile et les autres planquer ailleurs, parce qu'il y avait d'autres décors aussi sur la table. Ouais, mais il y aurait eu moyen. En vrai, ça aurait pas été beau. Ça aurait pas vraiment été fluff et ça aurait pas été intéressant en fait. C'est que franchement la partie elle aurait pas été intéressante à se cacher et c'est pour ça que je suis bien content au final parce que j'ai une unité de CAC qui est vraiment qui est pas mal au CAC en fait, qui est assez qui tient la route parce que avec les lance-flammes, le petit buff que donne le prêtre. Et puis le fait d'avoir aussi des arcoflagellants, ça c'est des petits trucs qui donnent de la puissance en fait et qui rajoutent un peu de punch à ces unités de CAC qui de base seraient pas forcément ouf et du coup en fait ça sert à rien de se cacher avec quoi. Faut aller moi je l'aurais, et alors je te le dis honnêtement, je l'aurais joué complètement à l'opposé, totalement en couvert et en stratégie de contre-charge. C'est-à-dire qu'au moment où j'approche, parce que je suis obligé de venir, tu sais, avoir un 40 000 avec les règles et décors un petit peu, on sait très bien que parfois avec un décor un peu alambiqué comme celui-ci, avec des passerelles, des machins, en fait, tu sais, les règles de contournement, placement des figurines, ça te prend 6 tours pour monter en haut, en fait, c'est absurde avec les 6 pas de mouvement. Donc, tu aurais eu l'avantage de dicter, de donner le là, en décidant à quel moment est-ce que, en fait, c'est toi qui décides quand est-ce que tu charges, tu vois, quand moi j'approche. Et tu me lâches les arcoflagellants dans la gueule au dernier moment. Ce qui s'est exactement passé dans la partie au final, parce que j'ai chargé. L'inverse complet, oui, mais pas comme ça, tu vois. Moi, c'était ça marche position défensive, contre-charge, tu vois. Et toi, c'est charge, tu vois, ça dès le début. Et donc, toute la partie, je me suis dit que t'étais un gros mongol. À juste titre, je pense. Non. Mais les résultats, par stratégie brillante de ta part... Tu connais pas tes figurines, t'as créé une armée, tu la connais pas. Par stratégie brillante de ta part, ou enfin, je peux pas vraiment évoquer la chance, c'était complètement équilibré en termes de jet de dés, mais... on va dire, par bonne fortune, ça t'a plutôt réussi, en fait, cette stratégie, donc... je ne dis rien. Par supériorité tactique. Mais là, faut se figurer que pendant qu'on joue, je suis là, genre... mais t'es sûr que... Pourquoi être aussi mongol quelque part en fait, tu vois? Pourquoi est-ce que tu fonces comme ça? Alors là on est au 4e mongol, au 10e je quitte la vidéo, hein, parce que le mec cherche une excuse pour me traiter de mongol là, au bout d'un moment, faut on va peut-être arrêter aussi. Non, mais pendant la partie, c'est vrai, tu l'as senti. T'as senti mon arrogance. Ouais, mais ça c'est constant. Ah mais quand je fais le débriefing, je le lis, tu vois. Je la retranscris tel que ça s'est passé. Donc je me dis bon, ça va... Oui, surtout la première phase de tir garde impériale, 13 morts en fait chez les zélotes. C'est là où vraiment, tu vois, ça me donne le sentiment, putain merde, on a mis des efforts de dingue pour sa porte bataille, il va être terminé en 2 tours en fait. Ça me donne ce sentiment. Je sais pas comment tu l'as ressenti toi. Non, parce qu'en fait, dans les utilisations de mes stratagèmes, je peux faire revenir des figurines. C'est vrai. Et du coup, en fait, moi je sais que tu me wipes une unité, comme ça te rapporte pas des points de bataille,
parce qu'on joue pas au point, on joue avec un scénario spécial, je peux faire revenir une escouade en fait. Donc, en fait, tu wipes une escouade, c'est chiant pour toi, parce que toi, tu peux pas la disséquer. Donc en fait, c'est là où toi, tu vas potentiellement, en fait, tu wipes une escouade, tu vas t'emmerder pour ton propre objectif. Il faut, juste une parenthèse là-dessus. Les Zealots sont faibles, de base. Il y a un stratagème, ça se veut être plus ou moins équilibré dans le codex par différents aspects, notamment les coups en point, mais aussi, parfois, il y a des stratagèmes assez forts volontairement, pour pallier à cette sorte de faiblesse, et quand ils sont thématiquement assortis, ça me paraissait trop bien pour ne pas les mettre. Il y en a un notamment qui s'appelle Vague Inexorable. Je craignais un peu que Timmy l'utilise dans ce scénario, parce que à cette échelle-là, ça aurait été assez redoutable. C'est l'objectif. Il a utilisé ses points de commandement autrement. Et ma foi, bon, on verra dans les rounds suivants que le jeu en valait la chandelle, c'était pas mal. Mais ce stratagème de Vague Inexorable, quand on parle de faire revenir des Zealots sur la table, c'est pas des zombies, c'est pas des morts vivants, c'est pas des Poxwalkers. Comment ça se passe? C'est tout simplement considérer que c'est la foule innombrable, quoi. Et donc en fait, là où on pense qu'il n'y en a que 60 sur la table, bah ils sont tellement nombreux, il y en a peut-être d'autres ailleurs qui attendent qui sont en train de courir jusqu'au champ de bataille, et ils pouvaient faire revenir une escouade, pour 3 PC, faire revenir une escouade de 30, précédemment tuée sur la table. Par son bord de table, aussi, évidemment. Et je craignais qu'il avec utilise 3 points de... 3 points de commandement chacun. On a joué juste avec 3 points de commandement chacun pour toute la partie. On n'en a pas gagné à tous les tours et tout ça. C'est ça. Ça aussi au niveau... Vu l'échelle modeste de la partie, on s'est dit que c'était approprié. C'est ça. Donc... et c'était pas mal. Mais première salve de tir, je me dis quand même, ça craint, et j'espère que ça va pas se terminer en 2 tours, même pour une victoire de ma part. Parce que ce qui serait, évidemment... Ce que j'infligerais à Timmy, je lui remémorerais sans cesse, je pense, s'il l'avait battu en 2 tours. Mais au-delà de ça, pour le rapport de bataille, ça serait pas très palpitant. On se dirait, putain, c'est pas équilibré, quoi. Donc, premier tour, grâce aux lance-grenades, notamment des gardes impériaux, t'as un quart des zélotes qui disparaissent. Là, je me dis, putain, c'est trop, quoi, ça va pas. La suite de la partie me donnera tort. Zob, zob. Voilà. Donc là, il m'attend pas du tout dans la forteresse. Évidemment. Le vieux fou, voilà, les portes s'ouvrent. Faut y aller, quoi. Ouais, et il y va. Faut y aller. Il y va. Donc il court avec le. Il fonce. Le sauvé, c'est une attachite de sauvé dans le Codex Zélote, qui est un ancien prêtre impérial retourné, quoi, avec ses arcoflagellants. Voilà. 3 gardes. Petit coup de tués. lance-flamme aussi, ouais, ça c'est vrai que c'était pas prévu parce que je pensais pas être porté. Les lance-flammes portaient 12 balles. J'avais pas prévu et ça marche. Enfin, ça a marché. Ouais, ça marche. Un petit coup de bleu. Ça marche bien. Et, rien du tout. Ouais, de toute la partie. Les arbalètes, c'est vraiment. Enfin, ça, les arbalètes à missiles, c'est vraiment une arme de merde. En termes de RP, je vous le conseille pas du tout. L'arbalète à missile, c'est vraiment une arme que j'ai inclus dans le Codex Zélote parce que c'est présent sur le kit de Codor. Le concept est fun, trop stylé, c'est beaucoup trop drôle. C'est beaucoup trop drôle. Mais si on veut pas faire un peu ce que je reproche au Codex Legion Stealer, c'est-à-dire prendre un détail insolite, et pour qu'il ait, entre guillemets, une efficience en jeu telle que tu aies envie de l'aligner ou de le spammer, lui donner un profil qui est pas raccord avec ce que c'est censé représenter. C'est une arbalète à missile, quoi. Ça, c'est une vraie arme de demeurer, en fait. C'est un truc de débile mental. C'est normal que ce soit pas rigoureusement efficace. Ouais. En gros, c'est quoi? Porter 18 pas, lourd de 1, 18 pas parce que c'est déjà généreux pour une arbalète. Bon. Et c'est comme un lance-missile, donc avec un profil frag et un profil crack, un profil anti-infanterie, un profil anti-char, mais avec une CT de 5+, lourd de 1, quand tu te déplaces comme ça, tu touches sur 6+, ça fait pas... voilà, ça fait pas des étincelles, quoi. Après, si vous regardez cette image, justement, est pas mal, on voit que l'escouade de commandement, déjà, a pris cher. Non, c'est le mortier. Ouais, mais c'est... Oui, mais si vous voulez, ça, c'est volontaire aussi. C'est dans la mongolité, il y a quand même une volonté d'expérience qui est de savoir que, justement, la radio... et les squads de commandement, ça donne du buff dans une armée garde impériale. Voilà. La spécialité. Enfin, ce que je sais de Warhammer 40 000, c'est qu'une escouade de commandement dans une armée garde impériale, c'est important, c'est pas mal, c'est puissant. Et du coup, quand ils sont au milieu, c'est joli, ça marche bien et tout, mais du coup, on peut plus facilement tirer dessus.
Alors, Bon, avec le truc qui est au fond de la table. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment fait chier, j'ai transpiré un petit peu quand l'escouade de commandement elle s'est faite basiquement éradiquée par le mortier lourd. Si tu le permets, puisque les vainqueurs écrivent l'histoire, je vais me permettre de réécrire ce passage comme je le souhaite. Pour moi, la fin du round 1, c'est le moment où l'honneur est mort, en fait, quoi. L'honneur est mort. Un tir de mortier en plein dans l'escouade de commandement, quoi. Ça, c'est des choses qui se font pas, enfin, je sais pas. C'est pas sport, quoi, comme... Le gars, il est en mode j'ai gagné, t'es un Y a pas un petit peu de... Après, il se prend là tu m'as tiré dessus. Il n'y avait pas un petit peu de honte quelque part dans le... Ah, mais rien du tout, mec. Dans l'escouade de... Un tir de mortier, quoi. Justement, Putain. Justement, le gars, il est arrivé. Faut te dire, le gars, c'est un clodo, tu vois, il a un canon. Il lui dit, je tire où, tu vois, il regarde, il fait au milieu, tu vois. Il tire, bon, ça tombe au milieu. Et au milieu, il y a quoi? Il y a les mecs les plus costauds, enfin les plus importants. Ah, mais bon, je sais pas, nous on s'est habillés pour la les met pas guerre. au milieu, peut-être, tu vois. Quelque part, on s'est habillés pour l'événement, tu vois. On s'est habillés. Il a pas visé la fontaine, quoi. Il y a un dress code pour la guerre quand même, avec honneur, tu vois. Tire sur le gros véhicule blanc. On a foutu les pantalons Nous, on a foutu les pantalons en velours, en fait, pour venir... tu vois, pour l'événement, quoi. Non, et en face, beau sac de patates. Hein. Non, en face, ça tire dans la bannière, quoi. Putain, mais... Tire dans le drapeau. Quelle horreur. Bon. Deuxième round, et on est déjà assez proches, hein, finalement, les uns des autres. C'est ça qu'il faut. Ouais. Ça commence déjà... Donc là, je veux jouer mon Sun Tzu. Je me dis... Il y a un groupe de zélotes qui a été partiellement décimé par les tirs de lance-grenade avec 13 morts, donc il est à moitié mort, le groupe de zélotes, entre guillemets. Pour faire mes petits prélèvements en fait médicaux derrière, c'est ce groupe-là qu'il faut charger, il est moins nombreux, il est moins dangereux, et je vais essayer, avec cette escouade-là qu'on voit à l'écran, de contourner les ruines et de venir accaparer toute l'attention en fait finalement du groupe de zélotes le plus nombreux. Je vais venir essayer de... Mon plan est cramé à 10 km. Il faut dire ce qu'il y a, tu vois. Non, mais je veux dire, allons-y. C'est brillant. Et je vais faire une... Ok, toutes les figurines qui partent dans un sens, et il y a une truc qui fait... Ouais. Tu sais, je vais venir tirer sur le côté de l'escouade la plus nombreuse, et Timmy va automatiquement charger cette escouade. C'est pas... Bon. Non, du coup. Hein, écoute, moi je suis très fier. Mon plan, il est à l'image de mon régiment, tu vois. Il est genre... Il est autant. Voilà. Donc, je me dis, voilà, là Timmy, là ces 30 zélotes, ils vont servir que à s'occuper des gardes parce qu'il est distrait quelque part. Regarde. Et là, c'est ça. Oui. L'excès de confiance. Ouais, c'est exactement ça. Tu vois, je suis sport quand même. Dans l'écriture de l'histoire, j'en tiens compte. Tu vois, bon, bref. Parce que là, par exemple, vous avez une bonne utilisation de points de commandement. Le tir de contre-charge. Ouais. Quand on a des lance-flammes, c'est bien. C'est pratique de l'utiliser, quoi. C'est vrai. Je pensais pas que tu allais faire ça. Je pensais que tu utilisais les points de commandement pour des trucs vraiment plus zélotes spécifiques, y compris des stratagèmes assez forts, tu vois, genre les kamikazes, les mecs qui explosent corps à corps, ou faire revenir une unité. Des trucs plus puissants. Et là, je me dis, putain, il paye juste son point de commandement. Parce qu'avec mon escouade qui faisait diversion, du coup, j'essaie de charger le gros groupe. Voilà. Il paye les points de commandement juste pour, entre guillemets, c'est la taxe V9 du point de commandement pour le tir de contre-charge. Sachant que j'ai 3 lance-flammes dans l'escouade. Il a 3 lance-flammes quand même dans l'escouade. Il a 3 lance-flammes dans l'escouade. Donc je passe d'une escouade de 10 qui charge les zélotes à une escouade. Ils sont là. De 2. Bon. Brillant. Bon. Ce mouvement était brillant. C'est le moment où il faut dire aussi que Timmy, quand il fait son tir de contre-charge avec les lance-flammes, il fait 6, 6 et 5 en nombre de tirs. C'est l'excuse, la chance. Ouais, non mais il fait 17 tirs de lance-flammes en contre-charge. 17 touches auto. Pour eux, ça sentait le roussi, quoi. Ouais, là c'est pas bon. Donc, je pensais pouvoir... Et puis forcément, ils ont chargé et ils se sont fait buter. Ouais, c'est moi qui charge. Il y a ça aussi. De bloquer cette escouade un petit peu au corps à corps plus longtemps. Je charge avec 10 mecs, ils partent team 10 et à la fin ils arrivent à 2. Bon, ça s'est pas bien passé, quoi. Donc, et là on est déjà dans mon tour où il y a eu... où il y a le mouvement. C'est la transition, là, c'est ton tour. Ouais.
et où du coup il y a le mouvement où on voit que j'ai l'escouade de corps à corps. Une fois comme elle avait buté les deux gardes, elle a contourné, en fait, elle a repris le mouvement en contournant par la gauche, donc en repartant vers le centre de la table. L'escouade de tir qui est à gauche aussi, pareil, elle va vers le centre de la table aussi, en passant à droite du véhicule de Vince. Et le prêtre et les fouettards, les pères fouettards, ils foncent tout droit pour aller en fait alors zigouiller du monde, sachant que l'objectif, moi je me suis dit c'est pas mal si d'un point de vue en fait narratif, un peu leur objectif à eux c'est on va vers la bannière, on va pour tuer le truc le plus finir les squads de commandement en fait. C'est le truc, je sais pas, on voit un gars avec un drapeau géant, les mecs c'est des taureaux et ils foncent ils font et ils go quoi. Et du coup je me suis dit l'idée c'est ça, c'est ils foncent dessus, ils vont les gigouiller et après ils vont juste en fait faire la toupie dans toutes les escouades qu'il y a autour et puis découper tout ce qu'il y a. Autre élément, c'est vrai, je ne l'ai pas abordé dans entre guillemets l'équilibrage de la partie qu'on s'est inventé un petit peu tous les deux, parce qu'encore une fois on n'a pas compté les points, mais c'était vraiment dépendant de ce qu'on pouvait peindre, ce qu'on disposait comme figurines, ce qui nous paraissait stylé, etc. On savait tous les deux quand même avant la bataille que autant par exemple les sentinelles, c'est des sacs à points de vie très difficiles à détruire, 6 PV, endurance 6, sauvegarde 3+, chacune, mais assez inoffensifs en termes de létalité. Autant les arcoflagellants, c'est le canon de verre un petit peu de cette partie. Parce que c'est très sensible, ça a 2 PV, c'est vrai, hein, mais ça reste l'humain, donc ça. Par contre, il pouvait faire un carnage au corps à corps. Ça, on en était conscient. Contre du garde, en fait. Contre de l'infanterie, tu te bats contre des mecs qui ont endurance 3, une attaque. Donc je craignais vraiment les arcoflagellants, ça me faisait très peur. Et le prêtre buffait tout le monde, à 12 pas. Je me rappelle plus exactement, mais c'était... Parce qu'il y avait aussi le... Voilà, normalement un sauvé, comme ce prêtre-là, il booste... alors, normalement c'est à 6 pas. Les escouades à 6 pas sont sans peur et ont plus une attaque. Et comme Timmy a choisi un peu le meilleur trait pour un prêtre, finalement, ce qui est... Sachant que c'est pour moi qui l'ai choisi. si, t'as choisi. Ouais, si, t'as réfléchi un peu. Ou j'ai tiré mon dé. Non, t'as fait ça et après t'as choisi. T'as dit, attends, c'est trop bien. Donc 12 pas. Je choisis pas. Ouais. Je prends celui-là. Il a choisi le trait de commandement qui augmente de 6 pas les capacités d'aura du personnage. Pour un prêtre, un peu un démagogue, on va dire, un meneur comme ça, c'est thématique. Et du coup, à 12 pas, son armée est entièrement immunisée au moral et plus une attaque. Et c'est pour ça qu'il est au milieu, parce que règle de personnage, il peut pas se faire tirer dessus. Au pire, il peut se faire... il y en a un qui peut sauter devant et le protéger grâce aux caractéristiques zélotes. Et il buff quand même toute la zone, quoi. Ouais. Ah. Alors là, c'est le moment où c'est le moment où tu obtiens la juste rétribution, en théorie, pour ton tir de contre-charge avec tes 18 touches de lance-flamme. Je me dis, je vais appliquer une technique maintes fois appliquée dans des parties précédentes. Ma contre-charge dévastatrice. Le stratagème grenadier. Il faut dire que j'ai un régiment qui a pris un peu cher entre la V8 et la V9 parce que son seul avantage en théorie de sa doctrine, c'est d'être bon dans les tirs de contre-charge. Mais Lion de Santarcus, comme c'est un régiment que je vois plutôt discipliné, c'est un peu un régiment de parade en fait quelque part, quoi. Je l'ai joué avec la doctrine Mordian, qui fait qu'ils touchent sur 5+ en contre-charge, tant qu'ils sont collés socle à socle les uns aux autres. Ce qui m'incite à faire ces formations un peu régimentaires collées, que j'aime bien en fait vraiment jouer sur la table. C'est vrai que depuis que tu dois payer des points de commandement pour faire un tir de contre-charge, c'est moins fou. Mais là je me dis, c'est mon moment, Timmy ne peut pas le voir venir, et j'applique mon truc, comment dirais-je, grenadier, brillant, qui est en fait toute ton escouade de lions, donc les 10 gardes, peuvent chacun jeter une grenade. Donc chacun peut jeter un des 6 tirs des grenades à explosion qui vont faire un des 6 tirs de force 3 chacune. Donc je jette, j'ai 10 des 6 tirs en contre-charge, quoi. Potentiellement 60. C'est ça. Potentiellement ça, 60. ça. Avec la règle déflagration et tout. Au je me dis. Au pire 10. Voilà. Bon, en fait, ça a fait 3 morts, quoi, concrètement.
2 points de commandement sur les 3 dont je dispose dans la partie, quoi. Pour faire contre-charge et grenadier. Stratégie. C'était pas tout à fait ce que j'imaginais. Mais bon. Ah oui. Timmy utilise son 2e point de commandement Ah oui, pour ça aussi, ouais. Ça pour aussi. avoir fait courir les Pour arcoflagellants. avoir advance avec les arcoflagellants, puis charger en fait. Ce qui fait que les arcoflagellants ont un mouvement de 7 de base, je crois, plus un dé que j'avais fait qui devait être 4 ou 5, ce qui leur fait un mouvement qui font une dizaine de pas. Ouais. Et après, en fait, une charge, donc, et des jets de charge à chaque fois dans la partie aussi qui étaient bons, mine de rien. Où à chaque fois, j'ai fait des bien entre 9 et 12, mine de rien, à chaque fois. Et du coup, là, j'ai pu... Ça, c'était calculé. Ça, j'avais repéré ce petit truc, j'ai fait, je le garde dans le coin de la tête, mine de rien. C'est vrai qu'il a envoyé ses arcoflagellants comme un boulet de canon au milieu de l'armée. Et comme c'est un peu l'unité la plus létale, finalement, de son armée, c'est un peu ce que je craignais. Il fait une charge globale avec son armée. C'est le bordel, chef. Ouais. Les arcoflagellants tuent 6 gardes impériaux. Ça descend vite, quoi. Parce que du coup, j'ai fait une charge multiple. C'est pas... Enfin, j'ai pas visé que le... Là, on a le commandant de peloton, avec sa coupe au pento impeccable, là, qu'on voit de dos, qui commence à se prendre... Il perd un premier PV à cause du bouquetin, là. Ouais, celui qu'on a surnommé entre nous le bouquetin. C'est le sergent d'escouade. Ouais, entre guillemets, sergent d'escouade d'un des groupes de zélotes, quoi. De l'escouade de tir Ouais, je crois. Le bouquetin. Le bouquetin. Christine Bouquetin. Et donc, je perds un des 3 points de vie sur mon commandant de peloton. Bon. T'as dit quoi? Cette séquence représente la règle zélote en son nom, qui est que quand les zélotes combattent des impériaux au corps à corps, quand on sélectionne une unité pour combattre, qu'elle soit impériale ou zélote, on lance un D6. Sur un 1, sa propre unité, elle a un doute. Elle est un petit peu convaincue par la rhétorique adverse, parce que les zélotes portent le symbole de l'Aquila, les impériaux portent le symbole de l'Aquila, quoi. C'est toujours au nom de l'empereur que les uns et les autres combattent. On est un peu ambiance protestant, catholique. Et quand on nous empoisonne, ne mourons-nous pas. On est ambiance Savonarole, on est ambiance Luther, on est ambiance... Il y a quelque chose comme ça, quoi. On est Son ambiance, style vraiment les méchants. On est ambiance Richelieu, on est... Donc... Ouais, c'est ça. Donc sur un 1, merde, là, tout à coup, tes mecs ont des remords, que ce soit les impériaux, en face ils voient des clodos, mais qui ont l'air un petit peu de... Est-ce qu'ils seraient pas quelque part un petit peu un peu plus haut dans la hiérarchie de la sainteté, tu vois, que nous? Ou alors, à l'inverse, les clodos, ils disent on fait peut-être une connerie finalement en s'en prenant à l'autorité impériale. Donc sur un 1, t'as -1 pour toucher. Sur un 6, ta rhétorique, au contraire, convainc les autres, ou eux, enfin t'es d'autant plus révolté en fait par les faux bons croyants que représentent ceux d'en face. C'est le manifestant à la suite de son jet de pavé où il fait peut-être fait une connerie là. Ouais, c'est ça. C'est peut-être pas dû. C'est un peu ça. Quand il y a la charge de la police. Peut-être pas dû. Ouais, exactement. Ça représente un petit peu ça. Voilà, c'est bon, le côté un peu fratricide, des guerres de religion. Donc, pour le coup, là, j'ai effectivement une escouade de Lyon qui a fait un 6 sur son jet en son nom. C'est-à-dire qu'ils étaient là, putain, culé, quoi. Au nom de l'empereur, oui, tu permets. Si tu permets, c'est encore un petit peu nous, les impériaux, en fait, ici. Donc, ils ont +1 pour toucher. Ils ont fait une contre-attaque honorable. Je crois qu'il y a eu 15 morts côté impérial et 4 morts côté zélote. Mais sachant qu'il est beaucoup plus équipé pour le corps à corps, et moi pas tellement. Cette règle en son nom, ça m'a donné un petit bonus, quoi. 3e round, c'est le bordel, quoi. On est déjà dans la mêlée généralisée. Moi, j'ai mes... Ça, c'est beau, ça, comme plan, putain. Ouais, ce plan-là, regardez ça. Ce plan-là, j'ai bien aimé, ouais.
Quand on aura notre nouvelle caméra, ça va être encore plus mortel, parce que ça sera plus net, plus joli. Mais le travelling, là, vraiment, je me suis dit ça. Celui-ci, même les Américains ne l'ont pas, tu vois. Celui-ci, il n'y a pas de chaîne dans le monde qui fait ça. Aucune. Bon. C'est du Technicolor. Là, par contre, le médecin, le SAMU sort de l'ambulance. On commence à rentrer dans le vif du sujet. Mettre les gants. On commence à rentrer dans le vif du sujet. Le gel sur les mains. Je fais débarquer l'escouade du véhicule Samaritan. Je me dis, ce groupe de zélotes-là, il est quand même bien ramolli. Ils sont en dessous de la moitié de leur effectif de départ. Et c'est pas l'escouade de CAC surtout. Et c'est pas l'escouade ça de... joue, enfin, ouais. je sais pas si ça a joué dans ta décision, mais c'est vrai que Oui. je pense que c'est plus intelligent de charger l'escouade de tir qui a une attaque de moins et qui est plutôt que l'autre. Là, je me dis, il y a un carrefour en fait. L'escouade est déjà engagée au corps à corps. Elle est réduite d'un effectif de moitié. C'est l'escouade de tir. Donc, c'est bon. Ils ont qu'une seule attaque au corps à corps, plus une à cause du prêtre, malheureusement. Mais c'est le moment où il y a moyen d'en tuer 3 et de repartir dans le véhicule, quoi. Ça s'est presque passé comme ça. C'est le moment. Je me dis, vous voyez, allez, hop. Lui, là, devant, avec sa tronçonneuse d'épaule, il compte comme un éviscérator, c'est assez bourrin. À côté, le pistolet à aiguille qui blesse sur du 2+. L'intendant Medicae, là, le Toubib, vraiment le chef, on lui a calé, je crois, 3 attaques d'épée tronçonneuse, un truc comme ça. Il y a moyen. Sur du Zélote qui a une sauvegarde de 6+. Au début, ça se passe bien. Pendant son tour, ça se passe bien. J'en mets 2 hors de combat à ce moment-là. J'ai les prélèvements de 2 zélotes. Il en faut 3 pour gagner la partie. Ah oui, alors ça... c'est la tactique que j'ai utilisée tout le long de la partie. À partir de là. Ça a bien aussi... Là, on voit que l'escouade de CAC, là, elle est déjà bien... Il y a plus grand monde. Il y a plus grand monde. Ils sont plus que 5. En fait, il y a un ordre dans la garde impériale qui permet à un officier comme un commandant de peloton de faire en sorte qu'une escouade puisse quitter un corps à corps et tirer quand même. Elle peut battre en retraite et pas charger, mais tirer sur l'escouade sur laquelle elle a... avec laquelle elle a fui la mêlée. Ce truc-là, je crois que c'est la première fois ou la deuxième fois que j'utilise. Je l'utilise après sans arrêt en fait. J'ai pas intérêt à rester au corps à corps. J'ai intérêt à tirer. Et surtout, c'est ce qui permet de me casser du corps à corps avec mes lions, et donc de tirer après sur les zélotes avec les sentinelles, quoi. Et là, le prêtre... Voilà. Là, le but, c'était d'englober en fait tout le monde, avec d'un côté les zélotes qui sont déjà au contact de l'équipe médicale, mais du coup en fait de bloquer un flanc complet, et en fait d'arriver de l'autre côté avec le prêtre, et en fait d'avoir une tenaille entre les deux, de tout découper. Parce que le prêtre a un éviscérateur, donc ce qui est pas mal aussi. À cette échelle-là de jeu, où on est avec des fantassins, vraiment des mecs faibles, quoi. Ce genre de figurine fait peur. On n'a pas assez parlé de ça en fait. Toutes les échelles de jeu de 40K sont intéressantes, mais souvent, c'est vrai que les tout petits coups en toute petite partie sont... Les gens jouent même pas en fait à ça. Les gens ne jouent pas en 500 points. Les gens ne jouent pas en 400 points, 500 points, assez souvent. Et c'est dommage parce que c'est une échelle de jeu complètement différente qui change totalement les perspectives et c'est assez intéressant.
comme on l'a dit précédemment, 3 arcoflagellants, juste 3 arcoflagellants. Hein. À cette échelle-là de jeu, c'est terrifiant en fait. Ça peut wiper une escouade de 10 gardes en un tour. Hein. Oui, c'est vraiment, ils peuvent passer d'une escouade de garde à l'autre, comme ça, tac, 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 tac. C'est terrifiant en fait à cette échelle-là de jeu. C'est intéressant quand même. Une sentinelle, c'est un Dreadnought Redemptor, quoi. C'est pas très efficace, mais tu la descendras jamais en fait, avec ses 6 PV, sauvegarde 3+, endurance 6. J'ai pas d'anti-char en fait. Donc, Ouais. je peux pas le... C'est pour ça d'ailleurs que je les calcule pas dans la partie. Parce que Dis donc, t'as les arbalètes à missiles, oui. Ouais. Il y a ça quoi. Bon. Ce qui est beaucoup plus puissant sur une escouade de garde, Ouais. sachant que beaucoup plus puissant, c'est pas très puissant. Bah, tu touches sur 5+, et 6+ quand tu t'es déplacé. C'est ça. Donc le missile anti-char, tu le sors jamais parce que tu touches sur 6+ en fait. Mm. Donc il faut utiliser le missile anti-infanterie. Mais oui, c'est intéressant comme je trouve juste cette dimension-là, c'est tout con, mais son prêtre, son sauvé là, enfin, c'est un sauvé côté zélote. C'est-à-dire quelqu'un qui était avant radicalement contre la foi nouvelle des zélotes, mais qui a fini par la rallier, d'où le nom de sauvé. C'est un ancien prêtre impérial. Ça a le profil d'un prêtre, tout simplement. Bah, à cette échelle-là de jeu, il fait peur. Il fait peur parce que tout à coup, il est là, force 6, PA moins, je sais plus, avec son Eviscerator là. Ouais, quand même quoi. Il relance ses attaques, lors des tours où il charge, il a pas mal d'attaques. Il est assez effrayant, le prêtre avec son Eviscerator. Donc... Un V1 Docteur Octopus. Voilà. Voilà. Ça, c'est un peu le tournant de la partie aussi. Hein. Il y en a eu plusieurs, mais celui-ci, là, ça commence à m'inquiéter. Ça commence à m'inquiéter parce que précédemment, j'étais bien. Je commençais à faire mes prélèvements sur les zélotes, il m'en manquait plus qu'un. Après, je réembarque dans la Samaritaine. Je sais que quand je réembarque, ça va, parce qu'il y a très peu de chances qu'il puisse le descendre, en fait, le char. Mais le prêtre qui arrive dans le dos, là, sournoisement, et un petit coup dans le dos, non pas d'un coup de dague sournois, mais un coup de tronçonneuse dans le dos, en plein dans le dos, c'est mauvais, quoi. C'est mauvais, il tue l'intendant Medicae, qui était un peu le boss de l'équipe médicale, qui a 3 PV quand même. 3 PV, 3 attaques, il le bute en un tour. Donc là, je me dis, en fait, il me reste plus que 2 auxiliaires médicaux, qui sont des petits mecs à 1 PV sur sauvegarde 4+. Ça craint. Ils peuvent vraiment tomber très très facilement, quoi. Ouais, ça craint. Donc, surtout qu'il y a les arcoflagellants qui sont pas loin. Et ça, c'est à partir du moment où ils sont à côté et qu'ils peuvent toucher, je sais que c'est fini, quoi. Ça m'a foutu les boules en fait. L'accès, la voie royale ouverte pile poil au prêtre pour qu'il puisse venir charger dans le dos non seulement l'équipe médicale, mais en plus pile poil l'intendant médical, quoi, le boss. Croire qu'il y a de la stratégie. Oui. On connaît cette théorie. On se casse. Ouais, on se barre. Regardez, c'est important. On va même s'éclipser pour ça. On n'est pas passé loin du drame quand même. Parce que, si on regarde bien, les 2 auxiliaires médicaux qui sont là... Je vois pas ta souris là sur l'écran. Ah oui, les 2 auxiliaires médicaux qui sont là, ils étaient précédemment dans la mêlée, là où l'intendant médical vient de se faire tuer. Il s'échappe. Si vous voulez, oui, regardez. La voie pour s'échapper, elle était ténue, quoi, si vous voulez. En fait, un socle là, un zélote ici, grâce à des mouvements de mise au contact et tout, Timmy a fait le max que permettaient ces mouvements de mise au contact, pour essayer d'encercler vraiment l'équipe médicale. Et, à un zélote près, c'était le cas en fait. À un socle près, je pouvais plus sortir, quoi. Et si je ne pouvais plus sortir, c'était fini. Donc heureusement, pendant mon tour, ces 2 auxiliaires médicaux parviennent de justesse à tuer un dernier zélote, et donc à avoir les 3 prélèvements nécessaires pour que la mission soit accomplie. J'utilise un point de commandement pour relancer une des attaques d'ailleurs de ces 2 auxiliaires médicaux, c'est mon dernier point de commandement. Donc vraiment, il y en a un qui redouble d'efforts pour couper cette dernière jambe destinée à être analysée, là.
Mais ça se joue à rien, quoi. Ça se joue à 1 pouce de mouvement qui me permet de me dégager de la mêlée, quoi. On se casse. Cassez-vous les fragiles. On se casse. Donc pareil, les lions quittent la mêlée, de sorte que je puisse tirer dessus avec le reste de mon armée. Ça, c'est ce qui reste de l'escouade de CAC. Ouais. Et c'est pour ça que l'idée, c'était de tenter quoi que ce soit, quoi. Tenter quelque chose pour essayer de terminer les squads de commandement, mais... Enfin, pas les squads de commandement, mais les squads cette escouade-là, quoi. Ouais. Ça va pas marcher. On a bien ressenti sur cette séquence-là, alors que moi j'étais en fuite, hein, je me disais, je me casse, je me désengage de la mêlée, je peux tirer sur les zélotes survivants, et surtout avec le véhicule Samaritan qui a sa cargaison d'auxiliaires médicaux avec l'objectif accompli. Le but maintenant c'est de quitter la table, quoi. Le but c'est de quitter la table, par mon bord de table évidemment. Mais c'est vrai que là on a ressenti comment dirais-je, sur ces 2 zélotes, non, ces 2 lions de Santarcus en fuite poursuivis par 2 zélotes, on ressent la faiblesse en fait des zélotes, quoi. C'est-à-dire qu'en théorie, mais 2 gardes impériaux, c'est quand même pas très solide, mais de fait, avec ta capacité de tir 5+, et tout ça, bah ça... Ils parviennent pas à tuer les 2 gardes, quoi. Les tactiques Ewok n'ont pas marché, a priori. Ouais. Franchement, d'ailleurs, pourquoi c'est ma faute, ça. Pourquoi... Ça donne envie de faire un scénario vraiment... Les zélotes sont faits pour ça, quoi. Un scénario d'entourage de pattes, basiquement. Alors de quoi, je sais pas, d'une sentinelle, d'un machin. Mais franchement, ça se tente, non? Voire même carrément, on pousse plus loin. Tu sais, on met une corde de guitare, un machin, une connerie, un truc entre deux zélotes. Et tu dois juste, à base de mouvement, faire physiquement le tour des trucs avec la corde tendue. Ça peut se faire, non? Avec les règles de Warhammer 40 000, ça va être laborieux, je pense. Va falloir... Ouais, ça avec peut les être mouvements marrant, de ça CAC peut être et marrant. de mise au contact. Ça peut être rigolo, ouais. Non, mais en pure phase de mouvement, tu vois, en pure phase de mouvement, faut que tu fasses le tour des pattes de sentinelles. Ça peut être rigolo. Pour un scénario, par exemple, pour avoir des sentinelles volées côté zélotes, ça serait intéressant d'avoir des petits zélotes avec des filins. Enfin, ouais. Par contre, On verra. Ah oui, hop. Ça nous a... On va apparaître. C'est parti, on continue. Ça, c'est les seuls survivants zélotes. Ça, c'est les seuls survivants gardes impériaux. Parce que ça, en fait, à ce moment-là, je sais que comme ils sont dans le véhicule, je peux rien faire, en fait. Donc l'idée, c'est zigouiller, en fait, tout ce qu'on peut zigouiller à la fin, quoi, parce qu'il n'y a plus grand-chose. Enfin, je peux tenter de charger le véhicule, ne pas lui faire de PV, ne pas le bloquer non plus. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, c'est un peu... Le seul truc qui était potentiellement imaginable, pas à ce stade bien sûr, mais dans la partie, avant qu'on la joue, c'était... je parle par rapport au véhicule. En fait, comment dirais-je, le Samaritan, là, ce véhicule, qui est un châssis de chimère sans armes, c'était assez indestructible pour lui, sauf à faire usage vraiment de beaucoup de stratagèmes. Éventuellement pour ça, en faisant exploser des zélotes au corps à corps, tu vois, des ceintures d'explosifs, encore rater des blessures mortelles, des trucs comme ça, c'était compliqué. Je pense que Timmy a bien fait de considérer qu'il était imbutable, le truc, parce que c'était basiquement le cas. Le seul truc qui était imaginable, éventuellement, c'était peut-être de le bloquer au corps à corps. S'il avait eu l'opportunité, c'était chaud. Faut du monde. Hein. Parce qu'en fait, si tu l'avais encerclé et bloqué avant que je débarque, avec l'équipe médicale, j'étais foutu. J'avais perdu, en fait. Mais c'était chaud, c'était difficile de faire une telle manœuvre. Quoi. Parce que c'est le bloqué, faut pas se faire tirer dessus non plus, parce qu'au tir, ça élimine. C'est pas non plus... C'est compliqué. C'était compliqué, et surtout, bon, là où ça va, t'es pas tombé dans le piège. C'est ce que j'appellerais le piège du mortier lourd.
Parce que tu peux être tenté de penser que c'est une arme létale contre les véhicules. Pas entièrement faux en théorie. Un des 6 tirs, force 6, PA-2 ou 3, et 2 damage. Donc, mine de rien, tu sais, sur un bon tir, tu fais 5-6 tirs. Si t'as de la chance, tu fais tes touches. Tu blesses, PA-2, 2 damage chacun. T'aurais pu tomber dans le piège de te dire je vais pilonner le véhicule avec ça, quoi. Mais comme tu étais conscient, je pense, d'avoir une capacité de tir de 5+, c'est-à-dire que concrètement, ça joue beaucoup. si ton mortier lourd il fait une touche par tour, t'as de la chance. Par contre, sur l'infanterie, il a été efficace. D'où contre les squads de commandement, tout ça, quoi. Avec la règle de déflagration. Mais c'était un piège, potentiellement, de... Comme le Samaritan contient l'objectif de la partie, si tu t'étais laissé aller à essayer de le détruire à tout prix, à mon avis, t'aurais perdu, quoi, parce que c'était vraiment un piège, en fait. Oui, alors lui, il a un PV. Le seul truc à faire, c'est de quitter la mêlée avec le commandant de peloton pour pouvoir tirer avec les sentinelles, quoi. Je n'arrive pas entièrement à m'expliquer, en faisant le montage du rapport de bataille, pourquoi, en ayant retiré le commandant de peloton, en ayant les 5 zélotes en face, 2 arcoflagellants et le prêtre, j'ai tiré sur les zélotes avec les sentinelles, et pas sur les arcoflagellants. Je ne sais pas exactement. Je sais qu'il y a un arcoflagellant qui a perdu un PV, et ils en ont 2. Après, c'est 4 sentinelles, donc c'est 4 sources, enfin 4 cibles de tir différentes potentiellement. Ouais. Ou alors. Mais tu vois, pourquoi j'ai pas tout mis sur les arcoflagellants en fait? Je ne me l'explique pas entièrement. Je dis pas que ça aurait fait forcément le boulot, parce que ça reste 8 tirs d'autocanon, c'était 4+, donc 4 Après, le touches. nombre des zélotes était plus important que les. Enfin, de l'escouade de tir qui restait était plus importante que les 2. Ouais, mais c'est eux qui sont effrayants en fait, c'est les arcoflagellants, pas les zélotes. Et je sais pas entièrement pourquoi, il y a un arcoflagellant qui a perdu un PV. Ils ont quand même une sauvegarde invulnérable avec leur réflexe foudroyant. On est sur la note finale de la partie. Ça, c'est full. Terminé. Ça, c'est ma logique comme narrative où en fait le gars il y va quoi. Enfin, t'es venu chez moi, tu m'as saoulé. Je veux dire. Parce qu'en fait, de mon point de vue aussi, dans la partie, c'est aussi le côté où, pour moi, le prêtre et les zélotes en eux-mêmes, ils savent pas pourquoi ils sont venus. Enfin, ils sont venus les chercher, ils sont venus chez eux, ils ont tenté quelque chose. Ça s'est pas forcément bien passé ou ça s'est mal passé, c'est juste, ils ont pas compris en fait que les gars ils capturaient des mecs, ils capturaient des bras et tout. Donc à la fin ils sont pas en mode on va essayer de courser le véhicule à pied pour essayer de l'arrêter en lui jetant des pierres ou je sais pas quoi. Ils sont en mode il y en a encore, ils sont à pied, on va terminer ce truc là quoi. Et le vieux fou c'est ce qu'il fait quoi, il crie genre, tuer le dernier là, c'est ça qu'il faut faire quoi à la fin. C'est ça. On est ruine 5, de toute façon. En gros, à partir du moment où l'équipe médicale remonte dans le Samaritan, et sachant que le Samaritan a un boulevard pour quitter la table, c'est un peu fini, c'est un peu foutu, vu que c'est plus rapide que de l'infanterie en mouvement, etc. Moi j'avance en plus avec le Samaritan comme un connard, je fais un D6 de mouvement supplémentaire. Donc, en gros, c'est plié, il reste un peu que l'honneur à sauver, ou tout simplement le massacre à continuer de perpétrer, quoi, puisque... Donc ouais, note finale de la partie. Victoire impériale, pour le coup, puisque... Ah oui, le plan dont je suis très fier, là. Regardez. Hop On invente le stop motion en prise vidéo caméra, quoi. C'est-à-dire, c'est un film dans le film. Tu as une... Enfin, c'est pas foufou. Mais quand même. Enfin, ça me faisait délirer, par contre, le petit... On est au round 5, j'ai accompli l'objectif de la mission, le Samaritain a quitté la table. Donc pour moi, c'est terminé. On se casse. Ça me fait marrer comme le délire du prêtre impérial qui re-rentre dans son église, tu vois. Genre, c'est vraiment le mec qui est sorti pour gueuler sur son palier pour un problème de voisinage, tu vois. Tous ses potes zélotes sont morts, tous les gardes impériaux sont morts. Il rentre.
Tu vois Il a plus que 2 sarcophages. il est sorti, qu'est-ce que c'est que ce bordel, tu vois? Qu'est-ce que c'est que ce ramdam dehors? Qu'est-ce que vous faites du bruit? C'est vraiment comment on appelle ça, l'émission, enfin, un problème de voisinage, quoi. Et bon, bah, voilà. Oh, c'est pas vrai! Il rentre chez lui, quoi. C'est terminé, il rentre tout seul. Il rentre tout seul dans son église en ruine, c'est fini, là, il est assis. Donc voilà. Je laisse ça parce que c'est beau. Bon, donc voilà, bon écoutez, la partie était sensationnelle, vraiment tendue jusqu'au bout. Premier tour, je me dis c'est fini, j'ai gagné. Deuxième tour, je me dis c'est fini, j'ai perdu. C'était de la folie, enfin, c'était assez dingue, hein, c'était assez dingue. Et ça a bien marché, on s'est vraiment amusé, en tout cas dans cette partie. Il n'y a eu aucune embûche, aucun ralentissement à cause des règles, aucun machin, c'était fluide. C'est des parties comme je souhaite à tout le monde d'en avoir, en fait, quoi, parce que c'était tout simplement super amusant. Donc pour la suite, on va voir. Nous, on sait en tout cas que tout ce qui habite notre esprit depuis le premier rapport de bataille, c'est d'améliorer la partie technique. Donc on a pensé que à ça pour l'instant. On n'est que dans des comparatifs de caméra, appareil photo, tout ça, quoi. Donc c'est notre souci principal. Du coup, je réalise qu'on n'a pas vraiment réfléchi à quel est le deuxième scénario logique qui découlera de tout ça. Et quelles nouvelles figurines vont apparaître. On va monter plein d'ici là aussi. Ouais. Pas forcément beaucoup, hein. Pas forcément beaucoup de figurines. Peut-être un peu plus des trucs mécanisés, peut-être. Ouais. Parce que là, mine de rien, en fait, on a fait un rush pour avoir les 60 zélotes qui sont le minimum pour avoir cet aspect full au départ. Et après, maintenant, on peut peut-être se permettre de saupoudrer un peu des petits trucs un peu plus mécanisés, des sentinelles ou des véhicules. Des petits transports. Des véhicules capturés, trucs comme ça. C'est ça. Soit des espèces de bus réquisitionnés, soit des espèces de véhicules civils blindés, des engins de chantier, des petits marcheurs brinque-ballants zélotes bizarres, faits de briquets de broc, et des chars. Également militaires volés. Pour le coup, ça, tôt ou tard, faut que ça intervienne. Un petit Lehman Russ volé, bien sûr. Ça, on le verra tôt ou tard. Donc, voilà, on va voir quelle tournure ça prend pour le deuxième scénario. Les possibilités sont multiples. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, côté impérial, on va être en mesure de déterminer que ces zélotes sont bel et bien corporé sano, ou peu importe comment on dirait côté impérial en haut gothique, pour déclarer que, non, rien ne cloche chez eux physiquement. Il n'y a pas d'ovopositeur dans la gorge d'Instiller, il n'y a pas de tentacules intempestifs par-ci par-là, il n'y a pas de machin, tout au plus une petite tumeur ou un truc comme ça de clodo classique, quoi, mais enfin, rien de chaotique ou de Xenos. Pas de quoi envoyer un mail à Terra. Donc les mecs l'ont fait exprès, en fait, quoi. Les mecs l'ont fait exprès, ils sont même pas victimes. Ils sont pas victime de la relation toxique avec un Gene Stealer sorti des égouts. Non, c'est voulu. C'est en pleine connaissance de cause. Les mecs, c'est hérésie sortie de leur tête, quoi. C'est genre, oui, quand même, l'empereur, c'était peut-être pas forcément ce qu'il voulait, qu'il y ait trop d'impôts comme ça, et des églises en or partout, peut-être que, bon... voilà. Donc c'est encore pire. Quelque part. Ça donne encore plus envie de les exterminer, en fait. C'est encore pire. Le mouvement est pas infiltré, quoi. Ils sont tous comme ça. Enfin, bref. Donc, on va voir quelle tournure ça prend. Est-ce que, du coup, ça veut dire que c'est une hérésie de nature spirituelle? Il faut une délégation du ministorum, telle que des prêtres ou des sœurs de bataille pour accompagner les lions, histoire de s'assurer de la pureté spirituelle du troupeau? Est-ce que ça veut dire que... les impériaux feront fi de tout ça, ils se diront juste ça reste des formations d'infanterie, on a vu que ça faisait pitié leurs arbalètes à missiles, c'est le moment de lancer une compagnie blindée, peut-être, de Lion Santarcus, auquel cas ce sera le spam de Lehman Russ pour moi, et on verra côté zélote, comment ça peut se passer. Exactement. Puis de toute façon, en fonction de la partie, vous aurez encore une fois le rapport de bataille, d'abord, qui sera accessible d'abord au soutien. Hein. C'est la route vers laquelle on part. Vous aurez accès au rapport de bataille, vous en aurez la primeur. Et vous aurez aussi la primeur du coup d'une vidéo bonus qu'on aimerait
tourner un peu plus proche et release un peu en même temps que le rapport de bataille si possible, une durée assez proche. Là c'est vrai qu'il y avait eu des vacances entre temps et tout, il y a eu des choses qui nous ont un peu bloqués. Mais l'idée c'est vraiment d'avoir les 2 vidéos qui sont accessibles aux tipeurs, à vous, en avant-première. Le but c'est de générer évidemment des nouveaux tipeurs, d'attirer des nouvelles personnes vers ça, pour que justement on puisse en sortir plein et à des fréquences élevées, parce que forcément ça prend du temps. Tu fais hyper bien de le soulever. Comment dirais-je, ça explique de soi-même la forme clochardesque de cette vidéo, qui est que justement une fois qu'on a fait le gros du truc, le rapport de bataille, encore une fois ça prend un temps fou à monter, à machin, etc. Une fois qu'on a fait ce truc-là, si on veut coller au plus proche avec le débriefing, on a cette formule du coup c'est presque un live enregistré en fait. C'est ça. Là il n'y aura pas d'édition, c'est freestyle, voilà. C'est dans la boîte, on éteint la caméra et ça part en ligne, quoi. Ça permet d'avoir le truc du coup très rapproché de la bataille, quand les souvenirs sont encore le plus frais de la partie disputée, et surtout que vous puissiez enchaîner le visionnage du rapport de bataille et de ce débriefing du coup derrière, après chaque épisode. Donc un argument de plus pour cette forme un petit peu décousue, mais bon, en même temps du coup, ça vous offre un commentaire de la partie d'autant plus naturel, sans doute qu'il est pas édité, quoi. On essaiera d'avoir 2 casques quand même, peut-être d'ici le prochain. Oui, on réglera ce souci-là. Je ferai remarquer que d'un point de vue technique, c'est trop bien. Parce que du coup, je t'entends, tu vois, quand tu me parles, j'ai le son du rapport de bataille, mais pas trop. Enfin, et ça va, c'est confortable, tu vois. Avec 2 casques, ça va être le bordel, il faudra qu'on ait nos retours son. Enfin, honnêtement, à part le fait que c'est honteux et c'est indigne visuellement, c'est trop bien ce setup en fait. je garantis pas que le casque, les écouteurs d'adolescentes écoutant du Jul dans le métro ne soient pas de circonstance pour le prochain épisode non plus. C'est trop pratique. On verra. C'est pratique. En tout cas, voilà. Non, qu'est-ce qu'on peut ajouter pour finir on espère que le format un peu va vous plaire, parce que c'est vrai que c'était une question que justement Thibaut il doit être assez sympa. on espère que ce format un peu nouveau comblera un peu la partie réponse aux questions en fait qui découlent du visionnage d'un rapport de bataille, parce que forcément il y a plusieurs questions, que ce soit au niveau des figurines, enfin de l'aspect figurine, l'aspect règles aussi dont on se pose la question de par le format de rapport de bataille qu'on a choisi. Vous voyez pas de dés, vous voyez pas d'explication de tactique, vous voyez pas d'explication de règles, choses comme ça. Et là en fait ce format il nous permet vraiment d'appuyer là-dessus en fait, et puis un peu aussi le but c'est de retransmettre un peu aussi ce qui a été notre logique sur le moment, quel a été le ressenti aussi des actions qu'on a pu faire, et quand on se dit putain pourquoi il fait ça, et beaucoup de condescendance de ma part, voilà, ou la condescendance dans ce genre de choses. Mais du coup l'idée c'est un peu de retranscrire tout ça et de vous donner vraiment le côté le commentaire en fait de la partie, mais sans pour autant abîmer l'aspect narratif et ce qu'on ne peut pas ce qu'on veut pas mettre dans le vrai rapport de bataille, et qu'on vous propose à côté comme ça. Exactement, ouais. En fait, c'est ce genre de segment-là. Si on l'insérait dans le rapport de bataille tel qu'il est, ça casserait complètement son rythme et sa durée aussi, hein, et son parti pris esthétique, quoi. Ça casserait tout ce truc-là, en fait. Exactement. Pourtant, on a envie quand même d'en parler parce que c'est important. Je veux dire, la moralité, si vous devez. Alors, la conclusion de Timmy est brillante. Il a parfaitement expliqué le truc. C'est parfait, tu vois. C'est parfait. Mais ça me fait aussi penser que j'insiste du coup sur un truc. On n'a pas trop parlé du scénario, parce que les gens nous demandent beaucoup le scénario pour les rapports de bataille sur les Minetti. Le premier rapport de bataille, là, il nominait Imperatoris. On nous demande alors le scénar, qu'on puisse le rejouer à la maison, etc. Je voudrais vraiment enfoncer le clou par rapport à ça. Parce qu'on n'a pas trop évoqué. Le scénario, vous l'aurez compris si vous avez suivi, c'est il y a l'équipe médicale, ils ont leurs petits accessoires qui comptent comme des épées tronçonneuses. Le but, c'est d'aller tuer, entre guillemets, 3 zélotes au corps à corps. D'un point de vue règle, c'est les tuer. En pratique,
c'est les anesthésier, prélever, découper, prendre des organes sur place, etc., les foutre dans la glacière, et se casser du champ de bataille par mon bar de table. C'est ça le scénario en fait, ça s'arrête là. Limite de round, non. Limite de, je sais pas moi, d'autres choses, de points de victoire, de machin, non. Il faut juste accomplir cet objectif-là. Et je voulais juste faire un plaidoyer supplémentaire dans le sens que une idée de scénario hyper basique, comme celle-ci, où elle est simpliste, quoi, c'est tout à fait viable pour faire une partie satisfaisante, et c'est même, en fait, c'est pas une manière de parler, hein, c'est vrai. Toutes les meilleures parties que j'ai jouées dans ma vie, c'est 100% ça, en fait. C'est toujours, voilà, il faut capturer, avoir le dernier Rome présent sur la colline. Il faut détruire ce générateur. Il faut tuer ce personnage. C'est les meilleurs scénarios, en fait. C'est des trucs simples, quoi, basiques. Pas de calcul de points, voilà. Pas de choses voilà. un peu... Et qui vont complètement à contre-courant, en fait, des scénarios games où il faut forcément une page entière pour bien voilà, bien jalonner toutes les conditions de victoire, les principes, etc. Là, c'est quand vous avez une idée, aussi simple soit-elle, comme ça, je veux juste vraiment, si vous ne l'appliquez pas souvent, je vais vous encourager à la jouer, tout simplement, parce que c'est les meilleurs scénarios, en fait. Il faut être le dernier homme debout, il faut capturer le drapeau, il faut détruire ce véhicule avant qu'il traverse la table. C'est les meilleures parties, bordel. Donc voilà, allez, ça conclut pour le scénario, et sinon je ferai pas mieux que Timmy pour la conclusion, il a tout bien expliqué. Voilà. Ouais. Comment on s'organise pour dire bonne peinture, bon jeu, et à bientôt, tu veux qu'on le fasse en duo, ou tu dis l'un, je fais l'autre? Ça a l'air tellement compliqué. Ouais, je sais pas, bon. C'est comme ça qu'ils font sur YouTube, David. Ouais, non. Regarde. Bonne. Ah non, bonne peinture, quand même. Voilà. J'ai pas dit, non, c'est pas l'extrême, c'est pas c'est non pour ça, tu vois. C'est pas non plus frères jumeaux dans les films, non, c'est... Moi, c'était comme ça que je le voyais, oui. C'était pour ça que c'était horrible. Mais... Oui, non. Bonne peinture. Bon jeu. Et à très bientôt. Sur Planétoire.